Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre, quelques courts instants. Alors pourquoi je vous parle de courts instants? Parce que le livre est court, très court. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai sur l'ordinateur, et parce qu'il est, voilà, il n'y a plus de droit d'auteur, en tous les cas il est disponible facilement. Alors, c'est pas vraiment un livre, je peux pas, ça serait presque un livret, mais c'est pas non plus la bonne définition. Il fait 4-5 pages. Voilà, donc, mais je vais l'appeler un livre. Alors, de qui est ce livre, avant de passer à autre chose, au contenu? De qui est ce livre? Il est de Michel Bakounine, et il s'intitule « Qui suis-je » ? Alors, Michel Bakounine, c'est un homme du 19e siècle, il est né en 1814, il est mort en 1876, en Suisse, je crois, à Berne, et c'est un philosophe, anarchiste, homme politique, penseur, voilà. Alors bien entendu, à chaque fois qu'on prend le mot anarchiste, c'est pas tel qu'on l'emploie aujourd'hui dans les médias, donc un mot dévoyé de son sens, pour dire confondent peut-être anarchiste et acharné, je ne sais pas. Mais bien entendu, c'est au sens où on l'a déjà utilisé dans les définitions qu'on a fait des mots, et donc vous voyez bien de quoi on parle. Alors il dit qui suis-je, mais c'est intéressant parce que en fait, c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans son livre. Dans son livre, il y a ce qu'il pense, oui, c'est clairement. Et probablement que il répond à la question qui suis-je en disant ce qu'il pense, probablement. Et pour commencer par définir qui il est, eh bien il dit ce qu'il n'est pas. Et il dit qu'il n'est pas un savant, il dit qu'il n'est pas un philosophe, il dit qu'il n'est pas un écrivain non plus. Donc ce qui laisse à notre imagination tout le loisir de deviner ou d'imaginer ce qui peut bien être. Et on verra d'ailleurs que ça n'a finalement pas beaucoup d'importance, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il pense et ce qu'il propose. Deuxième chose qu'il dit aussi, c'est que l'écriture est une sorte d'exhibition pour lui, et qu'il a une certaine répugnance, une forte répugnance à s'exhiber, donc à travers l'écriture. Et donc pour qu'il puisse écrire, il faut qu'il ait une conviction passionnée qui soit supérieure en force à sa répugnance à s'exhiber. Donc ce livre finalement, comme beaucoup d'autres, il a eu beaucoup, il a souvent vaincu sa répugnance à s'exhiber, donc, mais là il explique assez bien en fait que ses convictions passionnées sont supérieures à cette difficulté qu'il a dans l'écriture. Et dans ce petit livret, je vois trois ou quatre convictions passionnées. La première, c'est la conviction de la vérité. La seconde, c'est la conviction de la liberté. La troisième, c'est la conviction de l'égalité. Et donc, on va essayer de voir ce qu'il nous dit sur ces trois mots au moins. Commençons par la vérité, d'abord. Pour lui, la vérité n'est pas une sorte d'état de fait dont il serait l'arbitre. Bakounine disant voilà la vérité, le reste qui n'est, et je juge de ce qui est la vérité, de ce qui ne l'est pas, comme c'est souvent le cas, vous le savez. Lui ne s'arroge pas ce droit-là. Il dit simplement la chose suivante: la vérité, c'est une lutte, un combat, donc un mouvement, une dénonciation de ce qui semble fictionnel, donc de ce qu'il appelle lui des fictions malfaisantes. Donc des fictions malfaisantes, ce sont des idées ou des récits ou des discours qui n'existent pas et qui plus est sont malfaisants. De l'autre côté, il y a presque un pléonasme quand les choses n'existent pas et qu'on les prône comme étant existantes, elles sont forcément malfaisantes. Alors de qui émaneraient ces fictions malfaisantes? Qui en seraient les auteurs? Alors c'est pas qui en seraient les auteurs au pluriel, c'est qui en est l'auteur, et l'auteur pour lui c'est ce qu'il appelle le parti de l'ordre. Le parti de l'ordre, c'est un agrégat de forces complices dont la finalité est d'abêtir et d'asservir le monde. Voilà, donc on n'est pas dans le complotisme chez Bakounine, d'accord? Donc c'est pas... non, c'est pas ça. C'est bien qu'il y a des forces identifiées qui s'agrègent pour asservir le monde, parce que c'est de l'intérêt de ces forces-là que ce monde soit asservi. Alors, donc, c'est, si vous voulez, le parti, pour le dire autrement, et comme il le dit plutôt lui, le parti de l'ordre a ses représentants officiels. Et ces représentants officiels sont d'abord les religieux ou les organisations religieuses. Les organisations religieuses, évidemment, sont des idées
qu'on pourrait appeler malfaisantes. En tous les cas, dans l'histoire, elles n'ont pas montré leur bienfaisance, il me semble. Et évidemment, ce sont des fictions. J'espère que, alors, même s'il y a des croyants parmi vous, j'espère que Adam et Ève restent une fiction. Enfin, je vous le souhaite, à tout le monde ici. Mais c'est pas tellement cette fiction en tant que telle serait gentillette si elle n'avait pas entraîné des désastres un petit peu partout dans le monde. Et il y a d'autres, évidemment, fictions religieuses dont on ne parlera pas ici et qui sont toujours à l'œuvre dans leur malfaisance. La métaphysique, une autre idée malfaisante et une autre force malfaisante. Et la métaphysique, c'est par exemple la métaphysique du libéralisme, la métaphysique de la loi invisible, cette espèce de métaphysique qui consiste à dire que les choses, naturellement, par une force inconnue, les intérêts particuliers et égoïstes convergeront pour rendre service à l'intérêt général. Voilà, ça c'est tout à fait fictionnel. On aurait pu appeler ça l'opium du peuple, mais je ne suis pas sûr que si j'assimile, en tous les cas, je fais des références à Marx pour Bakounine apprécierait, et Marx pas davantage. Heureusement qu'ils sont morts. Les politiques sont dans la fiction, il suffit d'entendre des discours aujourd'hui, sont parfaitement fictionnels et malfaisants. Donc, pour le coup, Bakounine n'a pas tort, on le constate nous tous les jours, juridique, économique, social, voilà. Très bien, ça c'est les partis de l'ordre, et ces partis de l'ordre, de ces partis de l'ordre émane une propagande, on va l'appeler comme ça, faite de fiction, une propagande fictionnelle et malfaisante, encore une fois, c'est un pléonasme, et la vérité consiste non pas à dire que c'est faux, la vérité consiste à démonter, démonter et démontrer que c'est de la fiction, et que la fiction n'est pas le réel. Dans le fond, quand je dis il ne faut pas démontrer que c'est faux, ben si, il faut démontrer que c'est faux, finalement. Deuxième chose, conviction suffisamment puissante pour que son aversion à écrire soit vaincue, eh bien, c'est la liberté. Alors, la liberté est une des conditions, et la seule condition, pour que l'homme, ou l'intelligence de l'homme, la dignité de l'homme, et le bonheur de l'homme puissent se développer et s'épanouir et grandir. Et s'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a qu'une sous-humanité involontaire. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que la liberté ne sera pas là, et c'est pas faute de l'avoir quelquefois réclamé, mais les pouvoirs sont asservissants, certains pouvoirs sont asservissants, alors, quand les pouvoirs sont asservissant, la liberté n'est pas là, et si la liberté n'est pas là, il n'y a pas de possibilité de développement de l'intelligence, de la dignité ou du bonheur. Alors, est-ce qu'il existe des libertés? Évidemment, mais pour lui, ce sont des illusions. Les libertés illusoires sont les libertés, en général, édictées, proclamées, incantées par un État. Elles sont les libertés formelles, elles sont des libertés octroyées, c'est-à-dire celles qu'on demande ou celles qu'un pouvoir vous donne. Si vous ne le donne pas, vous n'en avez pas. La liberté est mesurée, la liberté est réglementée, et donc à chaque fois, ce sont pratiquement des oxymores. La liberté ne peut pas être formelle, la liberté ne peut pas être octroyée, la liberté ne peut pas être mesurée, et elle ne peut pas être réglementée. La liberté ne peut pas être corrompue. Et donc, à chaque fois que l'État proclame la liberté, il proclame une liberté formelle, octroyée, mesurée et réglementée, c'est-à-dire un mensonge. Et donc, c'est cette liberté-là qui est aujourd'hui incantée, j'allais dire, dans les discours. Et en fait, ça ne représente qu'une chose, cette liberté-là, c'est le privilège de quelques-uns qui s'appuie sur l'esclavage de l'ensemble, ou l'asservissement de l'ensemble. Voilà ce qu'elle dit, cette liberté-là. Il se frotte aussi, je puis dire, à la liberté telle que la voyait Rousseau, mais qui est à l'origine de la liberté, de la vision républicaine de la liberté, c'est-à-dire, et qu'on retrouve aussi dans la vision capitaliste de la liberté, c'est-à-dire l'individualisme, l'égoïsme, la mesquinerie. Pour lui, ça n'est pas de la liberté, c'est de la liberté de bourgeois, dit-il. Et en plus, il y a une vision de l'État qui s'interpose bien sûr sur cette notion de liberté individuelle, etc., et qui fait qu'à un moment ou à un autre, le droit de tout le monde rogne le droit de chacun.
Et donc voilà un petit peu ce que la liberté n'est pas. Alors c'est une façon d'aider à la définition de la liberté ou à la pensée de la liberté de Bakounine, bien sûr, c'est de commencer par dire ce qu'elle n'est pas. Alors ce qu'elle peut être, elle se manifestera en fait par, dit-il, le développement de toutes les puissances matérielles, de toutes les puissances intellectuelles et de toutes les puissances morales que nous avons, qui sont latentes chez nous. Ces puissances-là sont latentes chez nous, mais il faut la liberté pour qu'elles puissent se développer. Vous comprenez bien que les puissances matérielles, les puissances intellectuelles, les puissances morales sont les puissances humaines qui permettent aux hommes de se développer dans l'intelligence, dans le bonheur, de ce dont on parlait tout à l'heure. Donc la liberté ne connaît pas d'autres restrictions, en fait, que celles décidées par l'ensemble des gens qui vivent ensemble, et qu'elles ne peuvent pas être décidées par un législateur, que ce soit un législateur céleste, ou que ce soit un législateur terrestre. Vous voyez bien à quoi il fait allusion, en fait. Donc le législateur ne peut pas être extérieur. En d'autres termes, la liberté est une expression de l'autonomie et non pas de l'hétéronomie. Donc la liberté de chacun, en fait, c'est la liberté de tous. Et ce qu'il dit, c'est que la liberté de chacun ne se heurte pas à la liberté de l'autre, mais elle se prolonge dans la liberté de l'autre. Et remarquez que dans une société, quelqu'un qui ne serait pas libre, quelqu'un qui serait libre à côté de quelqu'un qui ne serait pas libre devrait être gênant, sauf dans une société où l'individualisme l'a emporté. Alors, il y a des conditions pour que la liberté puisse perdurer quand elle a été conquise. Il faut de la solidarité. La solidarité, je vous rappelle, c'est prétentieux de ma part. L'idée que j'ai de la solidarité, c'est que la solidarité permet de donner une existence à une vie. En d'autres termes, s'il n'y a plus solidarité, il n'y a plus d'existence. Il y a une vie peut-être, mais pas d'existence. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui que la solidarité affichée par la République ne fonctionnant plus, voire même étant abandonnée, voire même étant combattue, eh bien aujourd'hui, on peut s'interroger sur la liberté de quelqu'un qui n'a plus les revenus nécessaires pour s'habiller, ou pour se loger, ou pour se nourrir. Quelle est cette liberté-là? La solidarité assure donc... Quelle est l'existence de cette vie-là? La solidarité donc assure l'existence, et l'existence, c'est la liberté. La deuxième chose, c'est l'égalité. Évidemment, là, on ne va pas faire une longue démonstration. L'inégalité ne donne pas la liberté, bien entendu. Et puis la liberté, un peu comme la vérité, c'est aussi un combat qui est mené, donc c'est un mouvement qui est mené contre la force brutale, c'est-à-dire l'annihilation de l'organisation sociale basée sur le rapport de force, entre le rapport plutôt entre le fort et le faible, donc le rapport de force entre le fort et le faible. Et donc pour lui, l'égalité, la liberté ne peut s'acquérir qu'avec ces deux conditions au moins, ou ces trois conditions, c'est-à-dire la solidarité, l'égalité et l'annihilation du rapport de force. Et donc, ce qu'il dit tout simplement, c'est que la liberté, ça n'existe que parce qu'il y a disparition des forces et des pouvoirs terrestres et célestes. Donc, vous voyez, quand on parle de pouvoir terrestre et céleste, de quoi on parle? On revient à la notion qu'il avait tout à l'heure, que j'ai notée tout à l'heure avec vous, qui est le parti de l'ordre. Alors, bien entendu, il faut quelques conditions, et les premières conditions pour lui, c'est l'égalité sociale et économique, et pour qu'il y ait d'égalité sociale et économique, il faut donc que l'organisation du travail soit spontanée, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui s'arrangent entre eux, avec des moyens de production qui leur appartiennent, et qui vont organiser librement. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Bakounine dit, c'est nous les experts de notre vie, c'est nous les experts de notre travail quotidien, c'est nous les ouvriers à l'usine qui sommes l'expert de la production et personne d'autre. Et donc c'est nous qui allons organiser notre travail et c'est nous qui allons l'organiser sans que personne ne nous dise comment faire. Parce que nous sommes bien plus experts que ceux qui pourraient nous dire comment faire. Donc vous imaginez que Bakounine promet un sort funeste à l'ensemble des écoles de commerce ou de management. En cela, parce qu'il dit que les moyens de production seront auto-organisés, librement organisés, il s'oppose évidemment au communisme de façon frontale, fondamentalement frontale. Et donc si on reprend un peu l'ensemble de l'argumentation sur la vérité, la liberté et l'égalité et la solidarité, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons
une injonction à un modèle, à une proposition d'organisation qui serait une proposition de libre organisation. En d'autres termes, la liberté, c'est la liberté, c'est la libre organisation de sa vie avec les autres, sans instance autoritaire. Donc, ce qui nuit et ce qui fait le malheur des peuples et des individus, c'est le gouvernement. Et peut-être qu'il est à la base d'une notion qui revient aujourd'hui de plus en plus, l'ensemble des gouvernements échouant les uns après les autres à faire le bonheur des individus, mais ça, vous savez, c'était contenu dans la définition, j'allais dire. Eh bien, on revient aujourd'hui à la question, un concept, plus qu'un concept, une proposition d'organisation qu'on appellerait l'autogouvernement. Il y a quelques communes, par exemple en France, qui commencent à se livrer à ce genre d'exercice, et je pense que Bakounine n'a jamais été aussi actuel sur la question posée, sachant que les modèles classiques sont en train de montrer leurs limites. Voilà pour Bakounine. Je vous rappelle, il n'y a pas d'éditeur, on le trouve facilement. Alors il y a peut-être un éditeur, mais je ne le connais pas. On le trouve facilement sur Internet, ce petit texte. Vous pouvez le télécharger si vous avez des liseuses, vous le téléchargez en e-book gratuitement. Ce livre, c'est Qui suis-je? Et l'auteur est Michel Bakounine. Merci de votre attention. À une prochaine fois pour un prochain livre. Au revoir.